Avec le projet d'exposition autour de Clodo, c'était vraiment l'engagement d'artistes que je voulais mettre en valeur. Donc ça veut dire qu'on a encore plus d'œuvres diminuées à la chronologie des œuvres pour montrer ce portrait de la première période chronologique avec les tout premiers portraits de Suzanne. La relation épistolaire devient une relation amoureuse. On a, vous allez voir, un poème à Suzanne qui date de 15 et qui est déjà un poème d'amour. Elle va servir effectivement de modèle. Le premier bâtiment qui est permis de construire, disons leur pavillon. Des éléments si vous voulez. Et puis on a choisi l'enseigne photographiée en 1923 pendant la foire gastronomique de Dijon, la foire de Dijon où Clodo, père, avait son stand de luthier, et un portrait du père Clodo de 1909. Cet amour de la peinture, augmenté aussi par des amis, des étudiants en musique qui venaient dans l'atelier de lutherie, qui voyaient que cet enfant dessinait bien et qui lui offrait de la peinture, va provoquer un conflit violent qui va se résoudre après quand même un épisode où il est chassé de chez lui à l'hiver 1904-1905, aidé quand même par sa mère, quand son père n'est pas dans le domicile ou dans l'atelier. En octobre 1905, il est à l'école des Beaux-Arts de Dijon. Le premier bâtiment qui est permis de construire, disons leur pavillon. Cette association publie des revues, alors je ne sais plus si c'est celle qui publie l'étudiant bourguignon, il y a une autre revue, Dijon l'écolier, où il a fait des dessins. Donc là, c'est le dessin de couverture de l'étudiant bourguignon, qui est d'André Clodo. Et on a, en 1908, plusieurs dessins, dont des caricatures d'étudiants, d'enseignants de la faculté de Dijon, dans Dijon l'écolier. Pierre Martin et sa compagne, le Cadieux, à Montmartre, où il va aussi pour visiter les galeries, les peintres, enfin, tout ce qui peut se passer autour de l'activité artistique qu'il découvre quand il arrive à Paris. Autre élément important qui est très politique à Paris, c'est qu'il arrive peu de temps après l'enterrement de Francisco Ferrer, militant anarchiste espagnol qui exécuté à Barcelone et qui va provoquer d'immenses manifestations sur 2 journées parisiennes, et Clodo participe à cette première manifestation. Alors il fait un raccourci en disant qu'il arrive le jour de la manifestation de Francisco Ferrer, ce qui n'est pas vrai, il arrive plus tôt, mais c'est pas grave. Il suit des attouchements sexuels, normalement son fils devient luthier. Pour faire simple. Hier, sur effectivement une formation, ça se passe mal, ça c'est clair, parce qu'en fait on le reprogramme comme s'il n'avait jamais fait 3 ans. C'est bien autre chose pour suivre le lycée, pour peindre les ouvriers et dénoncer la condition ouvrière des enfants. Il s'y trouve qu'ils sont des enfants espagnols et italiens avec des filières de traite d'enfants. Il est très marqué par les violets de Bonnard. Voilà. Prudemment, tout le monde le pousse, y compris sa mère, à rejoindre Dijon pour faire profil bas. Voilà. Donc on se retrouve avec Clodo qui fait quand même des allers-retours l'été. Hein. Il n'est pas non plus coupé du tout de sa famille. Il était à la Bourse du Travail de Dijon, ce qui va lui valoir notamment de recevoir des affiches et des tracts de propagande de la Fédération communiste anarchiste qui sont interceptés en gare de Dijon. Et là, parcours judiciaire rapide, il est inscrit au carnet B des individus dangereux pour la sûreté. Il y a eu un épisode où il va être désinscrit pour être incorporé en 1913. On s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas incorporé le bon numéro, donc il est, on le remet, enfin on le délivre de ses obligations militaires temporairement, surtout qu'il a des problèmes de santé à ce moment-là. Mais on lui remet immédiatement l'étiquette carnet B, et j'ai retrouvé dans les archives départementales un émargement qui va jusqu'en septembre 1915, au moment où il est complètement sous les drapeaux. Semaine par semaine, on va voir quelle est la conduite de l'individu Clodo parmi les anarchistes de Dijon. Voilà. 1914, printemps 14, on se dit qu'on a besoin de tous les bras. Et donc là, il est désinscrit du carnet B, mobilisable. Il est mobilisé
en septembre 14, mais il va partir sur le front à partir de 1915, sur le front de l'Artois. C'est le premier front qu'il voit et le choc est évidemment violent. 14 juillet anarchiste, ça c'est un titre qu'on lui a donné, où on commence à voir, enfin on a déjà en fait tous les éléments que Clodo reprendra dans ses toiles de la Seconde Guerre mondiale, contre les juges, contre les officiers, il manque ici les policiers, pour la paix avec ces soldats qui sont juste dessinés avec leurs baïonnettes, et puis cette allégorie de Marianne complètement à la fois cruelle et grotesque et presque comme une ogre. Voilà. L'artiste, le caveau qui est anarchiste, on ne sait pas trop pourquoi, il a peut-être quelque chose à faire, c'est facile. Et il explique qu'il avait toujours sa patelette avec le petit encrier et ses carnets. Évidemment, il dessine surtout l'arrière, hein, ça paraît évident. Il dessine ses camarades de tranchée. Il y a une véritable, moi, je trouve, empathie, les gestes du quotidien, même si ça n'a rien d'extraordinaire par rapport aux autres peintres combattants. Par contre, là où il y a quelques traces de l'antimilitarisme de Clodo, selon moi, c'est dans le regard qu'il porte sur les officiers. Là, il s'agit du médecin-major Alex qui, selon son témoignage, aurait bien voulu renvoyer tout le monde sur le peloton d'exécution pour ceux qui essayaient de passer à travers les mailles du filet en se faisant passer ou pas pour malade. Et il y a différents portraits d'officiers, on en a mis un deuxième dans le catalogue, vous verrez que c'est la même caricature grinçante. Il utilise aussi de la boue, il utilise aussi des éléments qu'il trouve donc, sur le terrain pour dessiner du feu. Il a aussi du fusain, c'est évident. Là où il est aussi un petit peu extraordinaire, c'est qu'il va dessiner des premières lignes, ce qui normalement n'est pas permis à l'époque. En particulier pour celui-là, le calvaire de Foucaulcourt. Là, on est dans la Somme, sachant que sur le front occidental, hein, c'est l'Artois, c'est la Somme. Il va passer par Chemin des Dames, il va passer par Verdun, il va aller en Lorraine. Bon, c'est un parcours de combattant absolument normal. Il ne faut pas s'imaginer que le combattant est posté. Les régiments n'arrêtent pas de bouger, avec des moments de cantonnement, des moments de marche, mais aussi effectivement des premières lignes. Et là-dessus, j'ai consulté le journal de marche des opérations du 25 août 1916, c'est-à-dire le jour où Clodo dessine ce fusain. Et donc là, je sais qu'il est encore en première ligne, puisque la bataille a eu lieu le 22. Et en lisant le journal de marche de l'opération, on a l'impression de effectivement découvrir complètement ce que Clodo a représenté avec... voilà. On ne sait pas trop pourquoi, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est facile. On retrouve les lettres. Les armées restent jusqu'en 19, donc on voit des paysannes grecques à Dniprojar. Là aussi, il y a un parcours Bosnie-Croatie, Serbie, Danube, etc. Enfin, c'est un parcours très varié. Donc l'importance de la guerre, elle est évidente, elle est réelle, et on la voit à nouveau dans cette composition qui... On ne sait pas trop pourquoi, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est facile. Puisque Clodo va exposer ses œuvres de guerre à l'essor en 1935. On ne sait pas trop pourquoi, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est facile. On retrouve les lettres qui... Et on retrouve chez Clodo, une bonne partie de ses étudiants apprennent le français, et Anjou, comme on l'a vu hier, les professeurs venaient de l'École des Beaux-Arts de Paris, son ami Lin Feignam, il lui écrit en français pour le faire venir à Pékin. Donc voilà, mais quand même à Pékin, il est dans le quartier des Moutons, il n'est pas dans la possession française. Les acteurs de l'opéra chinois, Malevich, beaucoup dans ses croquis, ce qui montre qu'il s'est aussi beaucoup intéressé. À Anjou, on va demander à Anjou, là où Clodo habitait, est-ce que c'était un quartier
occidentaux, ou est-ce que c'était un métier à l'époque? Et à l'heure 32, ça peut être les deux. Oui, ça, il y a un jour en français, donc il y a aussi le russe. Et à l'heure, son habitat actif pour l'homme, pour le social, je vais pas, vous avez raison. Mais en tout cas, dans ces témoignages, il parle des fonds, je pense que c'est une idée à 1900, des classes Sahel, de certaines classes, dont celle de Clodo, donc il fait des classes de mobilité. C'est la fête de la relique de la dame de Bouddha. C'est la principale fête. Voilà, tout à fait. Donc, qui a lieu à Kandy, la capitale religieuse du Sri Lanka, et qui, vous pouvez regarder sur Internet, existe encore à l'heure actuelle. Et c'est très pratique parce que ça m'a permis de savoir que cette toile représentait une partie de la procession entre le 6e et le 10e jour de la fête. Comment vous l'appelez? La Perera. Qui expose un peu dans les galeries. Sa première exposition quasi personnelle date de 1926, mais on a une exposition dès 1920 au Havre, après les expositions dijonaises. Et puis il y a cette fameuse exposition de groupe d'artistes du travail, qui est, à mon avis, très intéressante, qui vont faire 3 expositions, l'une chez Katia Granoff, la deuxième pendant le congrès confédéral de la CGT en 1933, CGT, donc on est du côté des socialistes, et ensuite une 3e exposition auquel Clodo ne participe pas parce qu'il expose à ce moment-là à Amsterdam, en décembre 1933 chez Billy-Ebert. Il est où sur la photo? Alors, où est-il? Il est là-haut, sur l'échafaudage. Donc je vous disais, Clodo fait des décors de théâtre avant 14 à Belleville. Dans les années 20, il va travailler pour un décorateur qui est au centre. En tout cas, j'ai identifié l'atelier. Le père était décorateur lillois très connu. C'était dans un impasse dans le 14e où Matisse avait eu son atelier à un moment. Et donc, c'est le salon de l'Expo des Arts Décoratifs, comme l'indique. Il est en partie à la Ruche, et puis à partir de 1932, je vous ai dit, il est à la Cité des Artistes de Montmartre, voilà, où les artistes, en fait, le projet de la Cité, un projet utopiste, où les artistes devaient acquérir leurs ateliers au bout d'un certain moment. C'est pas du tout ce qui se passe, les gestionnaires en font un projet plus lucratif, et beaucoup d'artistes dans cette période de crise vont se retrouver incapables de payer leur loyer, en particulier Clodo, qui va effectivement donc être l'un des fers de lance du groupement de défense des locataires de Montmartre aux artistes, qui envoie en 1933 une lettre au préfet. Et là, si vous regardez les signatures, vous avez ce réseau d'artistes qui gravitent autour de Clodo, et vous avez aussi la signature de Louise Bourgeois au milieu de tout ça. Aussi beaucoup tourné sur la Chine, parce qu'on a son tour, et il faut savoir que la zone, en fait, il y avait des différents corps de métier, il y avait des rempailleurs, il y avait même des gens qui ramassaient des crottes de chiens, je ne sais plus pourquoi faire de l'engrais, je suppose. Donc toute une population qui s'installe sur certaines portes de petits métiers et de groupes de population avec beaucoup de, je vais être simple, de population rome, mais pas seulement, qui s'installent. Ces 2 tableaux, moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont été exposés dans les expositions dont je vous parlais tout à l'heure, du groupe des artistes du travail, aussi bien l'usine sous la neige que l'usine électrique à l'Argenteuil. Alors il faut savoir que, donc là on est en 1932, que cette usine est terminée en 1919. Elle existe toujours, hein, si vous passez dans la Seine, elle existe toujours, je ne sais plus si elle fonctionne, mais elle existe toujours. À l'époque, en 1919, c'est la plus importante du monde. Et donc, pour moi, Clodo met en valeur le travail ancestral de la péniche et l'oppose au monstre de l'autre côté. Donc cette exposition des artistes du travail qui sont sur l'ouvrier, le chantier et l'usine. Chez Clodo, il y a plus le chantier et l'usine qu'il y a l'ouvrier. Les plus connus, qui sont le sculpteur Luxactis, ils vont faire fonctionnaire comme professeur à l'école des beaux-arts de Dijon.
Il s'installe à Couchet dans un premier temps, jusqu'en 1938, où, après le décès de son père, il va acheter le presbytère de Brochon. Et donc là, on est sur la Bourgogne. Il meurt en 1942 à l'hôpital du chemin du Cerf. Clodo dit qu'il a mangé pour le quelques portraits de personnes connues. Donc ces portraits, ça c'est le portrait de la petite Rose, Rose Nodin, Stéphane qui a donné une partie de ses œuvres de Clodo au musée. Et qui, en fait, d'après la légende, venait de perdre sa mère, et donc Clodo, pour lui sécher ses larmes, lui aurait proposé de faire son portrait. Ici, il s'agit de Paulette Manière, qui est la fille d'un des artistes de l'essor, peintre amateur, Émile Manière, qui est mort tragiquement d'un accident de voiture, petit Louis étant sans doute son fils. Peut-être aussi qu'il y a une façon d'affirmer qu'il a été résistant pendant la guerre, on peut aussi voir comme ça, moi je me dis, enfin bon, il y a tout un tas de lectures. Et puis donc ces lithographies, pour revenir, Clodo donc à Brochon, sa maison servait de centre de réunion pour le dirigeant de la résistance, et il abritait une presse clandestine où il a tiré des tracts faisant lui-même ses linos, et d'où partait une partie de la presse clandestine. Voilà, ça s'appelle des diffusions. Se pose un petit problème de savoir à partir de quand il a résisté. Il est démis de ses fonctions aux Beaux-Arts en 1941, à l'automne 1941. Il est franc-maçon, en plus d'être d'abord libertaire, puis socialiste, parce qu'il est passé à la SFIO pendant un certain temps, pendant le Front populaire. Mais il est aussi de moins en moins aimé par ses collègues, et puis qui apprécie pas forcément son tempérament un peu explosif, qui apprécie aussi pas forcément le fait que certaines de ses étudiantes, il a eu des relations un petit peu trop intimes avec elles. Voilà. Donc, une grande exposition des écoles d'art à Paris, à l'école des Beaux-Arts de Paris, miniatures anarchistes des années 20, notamment ces crânes, on trouve aussi dans la galerie de la Seconde Guerre. Massu qui arrive en 1957 sur l'Algérie, ça s'appelle Massu le fraternel. Et qui répond à une autre composition qui est partie en Asie, qui s'appelle La Question, qui date de 58, donc vous pensez à Henri Alleg, et qui représente des parachutistes en train de torturer quelqu'un qui est potentiellement quelqu'un du FN à l'époque, qui est encore très pro-soviétique. Elle date de 58, et il faut l'imaginer en 5-6 mètres sur 12 pour la fête de la Fédération du Parti communiste de la Côte d'Or, 2 juillet 58, donc juste après que De Gaulle soit arrivé au pouvoir, avec un grande banderole non au fascisme au-dessus, et derrière l'orateur sur le podium de cette fête donc, de la Côte d'Or. On y voit la jeunesse soviétique exaltant l'œuvre de l'URSS, on y voit Saint-Basile et le mur du Kremlin, les travailleurs également à côté, et puis évidemment Lénine en train de composer et d'écrire, puis en arrière-plan une dimension plus contextuelle de l'époque, qui est l'université Lomonosov, construite, donc l'une des 7 sœurs, les 27 gratte-ciel de Moscou, sur le Vietnam, donc, les affiches qu'il fait toutes à la main, on en a plusieurs du même type, qu'il fait sur des papiers de récupération, comme l'a dit Christine Martin. Vous voyez que là, il s'agit du papier peint, parce que donc au pied de la rue Musette, à place de l'Hôtel-Rhodes, c'était un marchand de couleurs et de papier peint, à l'époque de Clodo, pendant très longtemps. Et puis derrière, là, vous avez un petit bout d'une affiche pour le deuxième tour des présidentielles de 65. Et c'est là on est issu de militants du clan nazi, où il allait. Texte de la Divine Surprise, donc la fin de la Troisième République est une divine surprise pour le royaliste en costume, évidemment, qui montre un Pétain totalement sénile, représentation sans doute assez habituelle au sortir de la guerre, un Pierre Laval, collaborateur, comme ce capitaliste, ses officiers, ses... Et évidemment, on a un Clodo militant de la guerre, contre la guerre d'Espagne, et qui va être le président du comité France-Espagne de Dijon jusqu'au tout début des années 60,
et qui, on va retrouver dans les caricatures pour l'avenir de la Côte d'Or, met évidemment en avant Franco avec une espèce de Don Quichotte phalangiste, puisque pour moi il est en costume de phalangiste, avec les officiers nazis. Alors moi j'y vois les Damiens de Visconti et Hitler, derrière les plages du débarquement, d'accord, les centres d'extermination potentiels, pendus évidemment de tuiles et autres, et décapitation. Il ne faut pas oublier que les Allemands décapitaient en particulier les femmes, peloton d'exécution, et tout au bout, derrière les plages du débarquement, la petite étoile rouge, parce que la lueur va se lever peut-être aussi à l'ouest, en 1945-46, qui expliquerait la présence de cet arc-en-ciel. Bon, il y a encore des choses que je ne... Bleu, blanc, rouge. Oui, bah oui, capitaliste et les bleus, blancs, rouges, mais c'est pas forcément dans le bon sens. Il y a ce personnage-là que je n'arrive pas à comprendre, de bien comprendre, s'il y en a qui peuvent m'aider. Pourquoi est-il représenté bourreau nu? C'est aussi relativement intéressant. Enfin bon, il y a plein de choses encore passionnantes à dire sur cette toile. Là, on est plus dans une toile, mais ça, Gwen nous en parlait tout à l'heure, qui est sur le clodo réaliste socialiste, en tout cas, qui essaye d'être un peintre du parti. C'est au retour du congrès de la paix de Varsovie qui va composer cette toile. Même s'il la termine en 52 et que le congrès a lieu à la fin de l'année 50, il est laissé représenter au milieu des délégués bourguignons. En face de lui, il y a Georges Boulico qui est un syndicaliste. Et puis, bon, là, d'après les archives du mouvement de la paix que j'ai consulté à Paris, enfin à Bobigny, moi j'identifie deux femmes de mineurs, sans en être complètement certaine, parce que je n'ai pas leurs photos. On est sur la table de la délégation française. Pas très loin, vous avez les Italiens, d'où sans doute le prêtre en soutane. Et puis, Clodo a voulu montrer, donc, on est sur le message communiste classique de ce mouvement de la paix universaliste, œcuménique, etc., etc. On a des croquis dans le fond de l'histoire de la CGT. Il y avait des croquis qui nous ont permis d'identifier en fait tous les personnages qui sont sur la tribune, à commencer par Joliot-Curie, je n'ai plus tous les noms en tête. Ce qui est intéressant, c'est que Clodo prend le point de vue, pour avoir pas mal regardé, sans les analyser vraiment, les tableaux soviétiques sur les congrès, Comintern et autres, ou mise en scène. Il prend le point de vue du photographe qui se met dans la foule, plutôt que faire le zoom sur les orateurs. Donc, je trouve que ça, c'est relativement intéressant comme point de vue.